il y avait tellement de Congolais qui arrivaient en finale au concours de RFI et tout. Et quand elle est venue pour voir s'il y avait une magie dans ce pays-là. Les mots ne suffisent pas pour dire que c'est un réel plaisir. D'abord d'être ici chez... Ça a commencé? Oui, ça a commencé. Tu vois pas que je suis devenu sérieux. C'est une rencontre, je crois, qui se trouve déjà placée sur quelques planètes, sur quelques étoiles, parce que c'est un compagnonnage avec Kaya Makele, toute une vie de près de 30 ans, 40 ans. Mais au moins pour les générations qui sont là, qui vont venir et tout, il faut témoigner de l'épopée littéraire et culturelle du Congo. Kaya Makele est une figure centrale. Il se trouve à la fois avec la génération d'avant et il se trouve aussi avec la génération présente et la génération d'après. Donc il sert comme de courroie de transmission du savoir et aussi d'un homme qui a stocké beaucoup de matériaux culturels et littéraires. C'est maintenant que je viens de découvrir que Kaya est Monténégrin. On le prenait pour un extraterrestre. Nous étions à Pointe-Noire avec Sony déjà, Sony la partie déjà, à Paca, il était au collège de Paca. Il va créer la troupe du théâtre Chiluango avec des comédiens formidables dans un certain Lassie et jouer Sa Majesté le Roi. Et puis, c'est Sony que je rencontre en premier ici. Parce que j'étais au lycée, j'animais un journal rural et je fricotais, entre guillemets, déjà avec le Centre culturel français. Et à partir de ce moment, on nous a dit qu'il y a un quotidien qui était sorti sur Brazzaville, qu'on appelait Mouti, et que c'est l'un des rares quotidiens où il y avait toute une page culturelle, même deux. Avec le pouvoir et tout, qui était rédacteur en chef à ce moment-là. Et il y avait Léopold Pidi Mamoussono, qui est un grand homme et animateur culturel, qui avait déjà un plateau à la radio avec sur le podium, qui avait un pied à la télé avec Autopsie, et qui avait un pied à Moueti. Et je ne sais pas qui a traîné l'autre, parce que Léopold prétendait que c'est lui qui a amené Kaya à Moueti. Est-ce que c'est Kaya qui a amené Mamoussono à Moueti? Mais ils se sont trouvés là avec ce quotidien de très grande audience, très suivi, très sérieux, de grande qualité. Et c'était deux belles plumes. La plume de Kaya et la plume de Léopold, mais sauf que aussi intelligent qu'il était Léopold, il utilisait un peu Kaya pour faire le nègre de service. Parce qu'il y avait des articles, il y avait des articles qui étaient de Kaya, mais qui étaient signés Léopold Pidi Mamoussono et Kaya Makele. Donc ça lui faisait un peu ombrage et tout. Je vois que leurs histoires de dissension ont peut-être commencé par là, parce que Kaya voulait bien qu'il s'exprime en tant que Kaya. Et Léopold était vraiment envahissant. Et lorsqu'on va se retrouver, nous, à Pointe-Noire, j'ai animant le journal rural, le lycéen, je lui ai écrit deux ou trois articles. Et il y a eu un article très retentissant, c'était sur Henri Lopez, qui avait sorti un livre sans tam-tam, et je ne sais pas ce que j'avais dit là-dedans. Et au moins chez moi, Léopold Pindi Mamoussono n'a pas mis Léopold Pindi Mamoussono et Pambou Frédéric. C'était tellement bien, il avait mis Pambou Frédéric. Je ne sais pas qui est meilleur entre Kaya et moi. Il se faisait flouer, mais chez moi, c'était Frédéric Pambou. Mais pour le deuxième article, je m'étais fait avoir. C'était sur Sony la Boutassé, quand il a eu le prix RFI. Alors il a mis Léopold Pindi Mamoussono et Frédéric Pambou.
On ne se connaissait pas tous et tout. Et j'ai la chance, ou la malchance, comme disait quelqu'un du Gabon, d'être bachelier et de prendre pour la première fois le train et d'arriver pour la première fois à Brazzaville. Et donc, quand j'arrive par là, donc les premiers parents, les premiers amis, c'est Léopold Pini Bamonsono. Et quand j'arrive chez Léopold Pini Bamonsono, alors il me prend pour quelqu'un. Ça va faire rire celui-ci était encore vivant. Il me prend pour quelqu'un de sa tribu. Et puis quand il se rend compte que non, c'était pas ça, il dit, mais où est-ce que tu as eu le nom de Pandou? C'est le nom de mon grand-père. Donc comme tu es la réincarnation de mon grand-père, alors donc tu deviens, on est séparés, avant d'être à mes côtés. Et puis il m'a dit, bon, on va aller voir Kaya. Je crois qu'on est passé d'abord à Mouti, c'était à Bakongo que ça se trouve. À côté de l'imprimerie nationale. À côté de l'imprimerie nationale. Et on a vu Kaya, Maman Sono sur sa vieille Peugeot bébé et tout ça là. Et Maman Sono a commencé à charmer Kaya pour lui dire que Kaya, il y a eu une émission à la télé, hein, il faut qu'on laisse un peu la presse écrite, on n'est pas trop bien suivi, il faut que tu viennes avec moi à la télé. Et Kaya avait refusé, je peux me tromper, il avait refusé. Et Maman Sono va se retourner vers moi pour dire, mais écoute Frédéric, tu viens avec moi, tu es déjà bien comme ça là, tu vois. On fera de bonnes émissions de télé. Et voilà comment je me suis replanté un peu Kaya, parce que lui il a refusé le passage à la télé et moi j'ai accepté. Et puis, quelque temps après, Kaya s'est rendu compte qu'il pouvait devenir prophète ou meneur d'or. Et c'est comme ça qu'il va créer le club littéraire de Brazzaville, le cercle littéraire de Brazzaville. Donc c'était vraiment la première fermentation des jeunes générations, de la pétulance juvénile et tout, en matière de littérature. Et ce qu'on oublie souvent au Congo, c'est que tous les grands écrivains ont commencé d'abord par être poètes. Commencé d'abord par la poésie. Et Kaya était un fou furieux de la poésie. Et on se retrouvait là, à Mogali, autour du cercle littéraire de Brazzaville. On a eu l'article qui on a fait des poèmes dans la revue de notre librairie. Et c'était la première fois que moi j'ai appris qu'il fallait cotiser quand on était membre. C'était pas grand chose, mais c'était beaucoup de choses à l'époque. 250, 500 francs. Mais sur les 10, peut-être il y a un seul qui avait les 250 francs ou les 500 francs et tout. Mais ça ne nous empêchait pas vraiment d'être sérieux. Et puis, il va dire, bah, écoutez, on va sortir une anthologie. Une anthologie aux éditions Saint-Germain-des-Prés et tout. Envoyez, donnez vos poèmes et tout. Et puis, l'anthologie, à l'époque, ça coûtait combien? 300 000 ou 500 000. Moi, on trouvait que c'était trop, comment on pouvait se cotiser pour avoir 500 000 et sortir une anthologie. Je vois que c'est la première bêtise qu'on a eu à faire. On n'avait pas cotisé, on n'a jamais sorti l'anthologie. On s'est dit ça, c'est jamais des prêts. Mais par contre, on a eu toute la flicaille derrière nous, parce qu'à l'époque, toutes les organisations de jeunes, tout ce qui était lié à la jeunesse, devait être placé sous l'obédience de l'UGC. Voilà. Et comme nous, on n'était pas à l'UGC, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est? Ils étaient en train de tripoter là-bas au combat. Mais ça a été une grande chance pour nous parce qu'on a sorti des grands noms. Kalou Etienne, Maria Tutibida, Sony, Nzanga, Konga, voilà, Baker, c'était vraiment de la crème. Et je crois que, comme Kaya est poltron, c'est pas cette peur-là, parce que la dernière réunion là-bas, il avait dit, ah, on ferme la boutique, parce que
Parce que il y avait trop de nouveaux écrivains qui n'écrivaient rien. Ils étaient écrivains, et quand je lui demandais, vous avez écrit quoi? Ah, je suis en train de réfléchir. Mais non, tous ces écrivains-là, on savait ce qu'ils voulaient faire. donc, Kaya a fermé boutique, mais au fond, il a décalé la boutique. Parce que pour se protéger, il est allé au centre culturel français et aussitôt, il est devenu le directeur noir du centre culturel français de tout l'État. Et donc, à partir de là, je ne sais pas s'il a continué, il va me corriger, c'était maintenant club de lecture du centre culturel français. Donc là-bas, on était protégés. Parce que personne ne pouvait vous dire. Et en même temps, ça nous donnait un peu de moyens pour exister. Et on a pu inviter les auteurs et tout. Il racontera mieux que moi. Je ne suis pas un raconteur. C'est le chef qui raconte. Voilà. Oui, non, mais toi, tu es historien. Donc, il racontera. On a fait venir Chikayo Tamsi, on a fait venir d'autres écrivains d'un peu partout. Et ça a permis à des étudiants de voir des grands écrivains congolais. Tati Luther, le grand poète Tati Luther, quand on l'appelait, il venait pour faire des conférences avec nous. Sylvain Bemba était là, Maxime Debeka était là. Donc, on avait même Henri Lopez. Henri Lopez nous a beaucoup aidés également. Et donc, ça nous donnait la possibilité de travailler librement et d'écrire ce qu'on voulait. Voilà. Mais il faut savoir que Moiti, c'était le quotidien national. Et les gens ne comprenaient pas qu'un jeune qui vient de Pointe-Noire, qui vient à peine d'avoir le bac, puisse commencer à écrire dans Moiti, alors qu'il y avait des journalistes qui étaient là, qui avaient fait des écoles de journalisme, mais qui ne savaient pas écrire aussi bien que lui, et qui n'arrivaient pas à placer un article. Et tout ça, ça fait monter des regards un peu bizarres en se disant, mais qui sont ces jeunes? Qui les soutient? D'où viennent-ils? Et c'était comme un miracle littéraire qui s'est produit à ce moment-là. On savait que ces auteurs avaient une plume et qu'ils finiraient tous par être édités, par être reconnus. Et ça, on avait cette conviction-là. Et donc, la chance qu'on avait avec le club littéraire de Brazzaville, Kaya vient de le dire, on a pu faire la jonction avec les anciens et les nouveaux. Et on a été cooptés par les anciens, Sylvain Bemba, Maxime Debeka, Tati Luther, Henri Lopez et bien d'autres. Et ce qui a été extraordinaire à cette époque-là, avec cette fratrie littéraire, c'est que Kaya, profitant et abusant de sa position au centre culturel français et tout, recevait des cartons d'invitation pour la Casse de Gaulle, pour toutes les grandes manifestations francophones et tout. Et les premiers à être servis, c'était nous autres. Et en étant les premiers à être servis, nous on se disait la première fois, mais comment on va aller se pointer à la case de Gaulle chez l'ambassadeur, alors qu'on n'avait pas de costume, on n'avait pas de cravate, on n'avait pas de chemise propre. Ah mais oui, c'est sérieux, parce qu'il fallait être... Non, vous croyez, pour aller là-bas, il fallait être en smoking et tout et tout. Et tous les ambassadeurs qui sont passés à Brazzaville avaient fait exception aux écrivains pour dire que tout le monde peut venir en costume cravate, sauf les écrivains. Parce que les jeunes écrivains étaient un peu mis à l'écart. Et moi, j'ai négocié complètement, constamment, en disant, ça c'est l'avenir de la littérature, il faut qu'il soit partout, il faut qu'il soit. Et j'ai discuté pied à pied avec le conseil culturel. Et c'est comme ça que ils sont tous entrés, et comme ça aussi, je les ai incités à publier. Il fallait constamment publier dans les magazines, même dans le journal du parti. Et Toumba, on avait un très bon journaliste, Guy Badjo, voilà, Guy Badjo, qui avait une très bonne ligne éditoriale, non
non absolument, partisane. Hein. qui plaçait les articles qu'on écrivait. Et ça a donné une densité d'écriture. Parce que les autres articles, c'était raconter ce qui se passait, les faits divers, la politique et tout ça. Mais nous, on était vraiment très littéraires. Mais il faut quand même rendre hommage à Mamanzono. Tu l'as fait un tout petit peu, mais Mamanzono, quand même, a été celui qui, en même temps, allait raconter au pouvoir ce que l'on faisait à nos réunions, et qui, en même temps, revenait en nous disant « Ne craignez rien, je vous protège ». Mais on n'y croyait pas vraiment. Mais il a été un animateur formidable de la littérature, il ne faut pas l'oublier. Et moi, ce qui me désole au Congo, c'est que, justement, ce qui manque, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est d'écrire l'histoire culturelle du Congo. Et il y avait un homme qui faisait ça, un homme extraordinaire, qui s'appelle Sylvain Bema. Chaque année, à la fin de l'année, faisait le bilan de la création culturelle au Congo. Il publiait ça dans la Semaine africaine, hebdomadaire dans lequel j'ai également publié des articles. On avait le bilan, on savait qui avait gagné un prix, qui avait sorti un livre à tel moment, et ainsi de suite. Et quel orchestre avait joué à tel moment, à tel endroit. Comme il était lui-même un grand mélomane et écrivain de musique, donc ça a permis d'avoir un panorama général de la culture congolaise. Et je pense que ça a été un moment d'effervescence extraordinaire. Effervescence, effectivement, pour nous autres, les provinciaux, donc qui revenons des provinces, on arrive à Brazzaville et quelques jours après, on reçoit un carton d'invitation pour la case de Gaulle et on retrouve là tout le quota littéraire du Congo et on se partage ensemble les coups de coude, c'était à la bonne franquette. Lorsqu'on voyait Dongala arriver, on disait attention, un fusil dans la main, dans la poche. Donc on s'appelait plus par nos noms, mais on s'appelait par le nom de nos livres. Attention sans tam-tam, conscience des tracteurs. C'était inouï parce que c'était des occasions où on était assis à la même table que tout le Gotha politique, tout le Gotha littéraire, et avec le Gotha littéraire, on s'appelait par nos prénoms. Jamais on s'est appelé Monsieur Henri Lopez, donc Henri, tu déconnes ou quoi? Il n'y avait plus de classe sociale. Il n'y avait plus de classe sociale. Emmanuel et tout. Et ça, c'est pour nous, de cette époque, ça nous est resté. Moi, je suis toujours frustré quand quelqu'un m'appelle monsieur dans le monde culturel. Je dis, mais quoi, il se paye de la gueule ou comment et tout. Et les jeunes ont trouvé des expressions bien, comme ils savent que je suis très sensible à ça. On m'appelle Ia Frédéric. Ah non, là, ça c'est la gloire. Mais c'est comme ça. Et à partir de ce moment-là, notre cédacle là va faire aussi des jaloux. Parce qu'il y aura un salon littéraire qui va être créé à l'université Marie-Ngouabi avec le couple Alain et Roger Chemin. Et nous, on aimait bien aller là-bas parce qu'il y avait des petits fours. Et Kaya Makele nous interdisait d'aller là-bas parce qu'on devait aller se faire endoctriner. Et il y avait Sylvain aussi, qui avait ouvert son salon littéraire à Bakongo parce qu'il avait une grande bibliothèque. Et puis sa femme qui était, je crois, antillaise ou comment et tout, martiniquaise, savait aussi faire des petits fours. Donc on était tous contents d'y arriver, de partager. Et puis en ce moment-là, il faut dire aussi que Tati-Toutar, bien entouré culturellement, était dans l'effervescence culturelle parce que toutes les publications de notre librairie, de la revue pédagogique, il y avait au moins 10 publications de grande audience internationale qui vraiment focalisaient rien que sur le Congo, sur la jeune écriture congolaise et tout. Alors nous, on se moquait de Kaya Makele, puisque c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, parce qu'il était très copain et coquin avec Sonny Laputansi qui avait déjà la gloire et tout. Et ils ont dû faire, je peux me tromper, hein, c'est des rumeurs, hein, on disait qu'ils ont dû faire ensemble les arts martiaux, et tout, karaté, tout ça, et tout. Et les gens disaient, mais comment
Sony publie et édite. Et puis Kaya Makele ne produit rien. Sony a mauvais cœur. Comment il ne donne pas les tuyaux, les mots tuyaux à Kaya Makele pour qu'il puisse publier tout. On se le garder pour nous-mêmes. Mais je crois aussi que Kaya, bon, je ne connais pas trop, mais il est venu à la littérature un peu comme par accident aussi, entre guillemets. Parce qu'il a fait au départ tout, sauf la littérature. Je ne sais pas, tu as taquiné la peinture. Hein, la première exposition au CNCF, ce n'était pas une exposition littéraire. Non, c'était la peinture. Mais voilà. À l'époque, ce qui m'intéressait, c'est d'animer un cercle de littérature et de mettre en avant des auteurs. Je me voyais un peu déjà comme un éditeur, donc j'ai un découvreur de talents. Et les talents, il y en avait tellement qu'il fallait parfois être un peu exigeant. C'est pour ça que j'avais instauré la cotisation. Mais bon, ça n'a pas marché. Et ces auteurs avaient besoin d'être reconnus d'une place. Et moi, je pouvais discuter avec les ambassadeurs, les écrivains. J'ai fait la connaissance d'Henri Lopez de manière très simple. Comme j'étais peintre, j'animais également un atelier de peinture au centre culturel. Et un jour, j'ai fait faire un exercice aux enfants. Je leur ai dit, faites le portrait de l'homme que vous admirez le plus. Et comme on était un pays marxiste, tout ce que vous voulez, ils ont fait le portrait de Marien Goualy. Oh non. Sauf un qui a fait un autre portrait. J'arrive, je lui dis, mais c'est le portrait de qui? Il me dit, de mon papa. C'était le fils d'Henri Lopez. Et donc, quand Henri est venu chercher son fils, vous allez le voir, je l'ai taquiné en disant, ton fils, là, il va t'envoyer à la potence. Il n'a pas fait le portrait de Marien Goualy, il a fait ton portrait. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et ça a duré jusqu'à ça. C'est pour dire que les amitiés culturelles sont, à mon avis, les meilleures amitiés au monde, parce que c'est basé sur l'intelligence, la sensibilité et l'héritage. L'héritage qui est en fait un legs. L'héritage culturel n'est qu'un don qu'on donne à quelqu'un pour qu'il redonne à une autre personne. Et ce legs-là, on l'a bâti ensemble, avec des gens magnifiques, des gens intelligents. Chacun, un jour, est parti de son côté, mais puisqu'on avait déjà construit une histoire, puisqu'on avait déjà une base existentielle, voilà, cela est resté et a perduré, a donné le nouveau théâtre congolais, avec des grands auteurs qui ont gagné des prix littéraires. Donc là, nous sommes deux auteurs de théâtre, primés, et tous les autres dans le groupe ont été primés, chacun à sa manière. D'ailleurs, effectivement, il aurait pu conclure par là, parce qu'il parle de legs, mais dans cette continuité-là, il y a en guise de témoignage, pour parler par exemple d'Henri Lopez, et pour faire le lien avec le club littéraire de Brazzaville. Quand je rencontre Sony ici, et que après, Sony est venu après moi à Brazzaville, parce que Cathy Loutard et Henri Lopez l'avaient exfiltré. Il avait tellement de problèmes par ici et tout, parce qu'il n'était pas une troupe de l'UGC. Et il est venu à Brazzaville et tout. Alors il va me dire un conseil, c'est ce qui existait parmi nous. Lorsqu'on avait des manuscrits, on faisait circuler nos manuscrits en toute tranquillité. C'est pas comme aujourd'hui, la peur d'être piraté, plagié, et tout, non. Le manuscrit passait chez Sylvain Bemba, il annotait, chez Maxime, il annotait, chez les autres et tout ça. Et voilà comment je vais écrire ma première pièce de théâtre qui a été finaliste effectivement au 11e concours de théâtre interafricain de RFI, La poursuite de l'illusion. Et comme j'étais plus pauvre que Jean,
aussi pauvre que Job, j'avais le manuscrit, mais je ne savais que faire de mon manuscrit. Et on avait au club de lecture une charmante dame, Brigitte Atipo, on a su après, c'était la secrétaire particulière d'Henri Lopez. Et elle était d'une grande intelligence. Et au cours d'une réunion du club de lecture, on a dit, mais on a des manuscrits, on n'arrive pas. C'était écrit au cahier, hein, comme chez Sony et au BIC. Hein. C'était pas comment on va faire et tout. Et puis, Kaya qui disait, vous m'agacez ici, le centre culturel français n'est pas un centre culturel congolais, vous m'amenez tout votre travail. Moi, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et elle va dire, mais non, pour ceux qui ont des manuscrits, ils peuvent me les amener. Je peux dactylographier ça au bureau. Et Brigitte avait pris mon manuscrit, la poursuite de l'illusion, et elle avait saisi ça en dehors des heures de travail. C'est extraordinaire. Un jour, Henri est descendu impromptument là-bas, et elle va trouver sa secrétaire en train de travailler, je ne sais pas sur quoi. Et à l'époque, c'était dangereux parce qu'il y avait des histoires de tracts. Parce que ça pouvait saisir un tract. Et Henri, il passait à la potence et tout. Et Henri dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire à cette heure et tout. Quel est ce travail? Moi, je ne t'ai pas donné de travail. Il dit, non, je suis en train de dactylographier un texte d'un jeune écrivain. Jeune écrivain? Quel est le jeune écrivain? Frédéric Pant. Ah, celui qui avait écrit mon article dans Poétie. Et il a regardé comme ça. Il dit exceptionnellement, tu peux continuer à travailler et à saisir le texte. Donc s'il n'y avait pas le club de lecture, s'il n'y avait pas Kaya avec tout ce monde, nous on croyait qu'on était tous les élèves et tout. Mais on avait des gens très sérieux qui s'infiltraient et tout ça. Là, voilà. Cette chance que nous avions eue. Donc Kaya qui vient à la littérature concrète en termes de publication bien après, parce qu'il est peintre, il fait des collages, il fait l'animation, on avait une bonne sonothèque avec les Beatles, avec tout et tout, on était très bien et tout, il fait la programmation et tout, mais il ne pense pas à lui-même. Et même lorsque Brigitte Moger arrive, notre Brigitte Moger qui était animatrice et tout, et c'est elle qui lance le déclic, il dit, mais Kaya, mais ton club de lecture, tous ces jeunes-là, avant qu'ils ne soient édités, il faut qu'on fasse une expo. Ah, j'ai regretté cette expo, une expo photo formidable avec nos poèmes et tout. Et lui-même, il n'était pas. Non. Mais voilà, donc je suis de bonne mémoire. Lui-même, il ne figure pas. Et c'est nous, les disciples, qui prenons la bonne place. Alors ce jour-là, Kaya, tu te rappelles, j'étais beaucoup malade, j'avais une très grosse fièvre. Et Brigitte m'a pris une photo, mais ça ressemblait à un poète errant. C'était l'image même du poète. Affamé, décharné. Oh non! Désespéré, proche de la tombe, prêt à écrire son dernier vers avec son sang. Et ça fait un grand coup. Cette expo, oui, les photos étaient magnifiques. Les photos étaient magnifiques. Bon, ça lui a donné la grosse tête à Kaya. Après, bon, il a fait venir Chikaya au Tamsi, il a fait venir tous les grands de cette époque, les Sembène Ousmane et tout. Et nous, on en est resté là. Moi, j'ai choisi pas de faire la politique, mais d'aller dans une organisation de masse culturelle, l'UNEAC, et je suis monté en grade là-bas. Kaya n'acceptait pas trop ça, il disait, tu te fais vendre, tout le machin, tout ça. J'étais réactionnaire. Je l'avoue, j'étais le seul Congolais réactionnaire de l'époque. Et puis bon, mais moi je me suis dit, c'est maintenant que je suis le secret, qu'il avait le salaire d'un membre du bureau politique à l'époque. Tu comprends? Alors que nous, on avait des petites étapes militaires et tout. Mais on se complétait, on s'aidait. Oui. Il y a eu le Rokaten Zulu qui a cassé la baraque. C'était la folie pure. Il y a eu Matondo, il y a eu Mampuya Mamsi, il y a eu
Et tout ça, ça passait par Kaya, par le centre culturel. Ah oui, j'ai français. exigé que le théâtre congolais soit représenté au centre culturel français. Il n'y avait que les troupes qui venaient de Paris, qui jouaient là. Et nous, il fallait qu'on aille au CEFRAD, où il n'y avait pas de projecteur. Non, il faut dire encore au CEFRAD, c'est comme la grande comédie française. Pendant 1000 ans, il ne joue qu'une seule pièce, la famille de Kokambala, avec des comédiens qui ont vieilli et tout, qui perdent le texte sur le plateau. Bon, ben, faut continuer. Oui, mais bon, ça c'est le propre d'une institution, ça finit par vieillir, et si personne ne s'y intéresse, voilà. Mais le lieu où le public venait vraiment et qui payait sa place pour voir le spectacle et tout, c'était le centre culturel français. Et donc, j'ai exigé que le théâtre congolais entre au centre culturel français. Et le directeur me dit, mais est-ce qu'ils ont ils peuvent louer la salle? Je lui ai dit, ben non, faites comme si vous leur faisiez un don, devenez mécène. Il m'a regardé et me dit, mécène, mécène. Bon. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Ensuite, j'ai exigé que le Rocade Zulu soit le théâtre en résidence sur place. Parce que quand la directrice de RFI est venue, Françoise Ligier, il y avait tellement de Congolais qui arrivaient en finale au concours de RFI et tout, et elle est venue pour voir s'il y avait une magie dans ce pays-là. Oui. Et donc, on a longtemps discuté, et on a fait des émissions de radio avec elle. Et elle a dit qu'elle ne peut pas inviter des troupes congolaises à l'extérieur et les proposer à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas de captation, il n'y avait rien. Et c'est là que j'ai exigé que toutes les rencontres au centre culturel soient enregistrées. Et ça a commencé comme ça. La médiathèque du centre culturel a commencé de cette manière-là. Ce qui était important, c'était que les artistes aient un accès à une vraie salle de spectacle, un espace où ils pouvaient s'exprimer en toute liberté. Et aussi parce que là, ils étaient protégés. Ils étaient protégés de toutes les vicissitudes d'un pouvoir qui parfois, ne comprenant pas ce qui était écrit, pensait que c'était une critique du système. Et ça a été un moment d'effervescence extraordinaire. Mais il faut dire aussi que nous avons été protégés, comme tu dis, par les aînés. Tati Luda nous a énormément protégés. Sylvain Bemba, qui était conseiller, ancien ministre. Donc, Maxime Debeka, qui était à l'époque encore c'est la gauche. Toute la gauche, comme dirait Frédéric. je suis de gauche. Comme dirait Frédéric Pambou, tous ceux qui. On trouvait comme creuset un lieu d'expression, la culture. La culture. Voilà. Donc, mais on nous voyait comme des subversifs. On était des gauchistes. Mais on avait quelqu'un qui nous détestait beaucoup, c'était, je vais le dire, il n'est plus là, fait à son âme. Non, il est peut-être vivant encore, j'en sais rien. C'est Guy Menga. Alors Guy Menga nous détestait parce que notre théâtre ne ressemblait pas à ce qu'il avait écrit. Voilà. Son théâtre, c'était le théâtre des trois moments, tu vois. Voilà. Unité de temps, unité de lieu, unité de mission. Donc il était resté encore là. On lui disait, alors, mais ce que vous faites, ce n'est pas du théâtre. On lui a dit non, mais nous, on fait notre théâtre, on fait le nouveau théâtre congolais. Et c'est ce théâtre-là qui a triomphé. C'est Sony, c'est Léon Alain Macaire, c'est Frédéric Pambou, voilà, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui constituent le patrimoine théâtral écrit congolais. Mais ce que Kaya ne dit pas, parce qu'il est
d'une pudeur qui me surprend aujourd'hui, c'est que le Centre culturel français n'a pas seulement que donné la salle, mais après, le Centre culturel français a subventionné le théâtre congolais. Absolument. Ça, il faut le dire. Et puis, bien avant cette loi qui est venue, bien après et tout, les créateurs d'œuvres d'esprit congolais avaient droit, quand ils le demandaient, automatiquement à leur visa. Moi, je me rappelle, une fois, on m'a donné mon visa un dimanche. L'ambassadeur, quand il était surpris, il disait comment et tout. Et puis, nos textes passaient toujours par la valise diplomatique. Voilà. Ça encourageait l'écriture. Parce que c'est pas comme aujourd'hui. Hier, le manuscrit passait par la poste. Et il y avait la sécurité à la poste. On ouvrait les enveloppes et on lisait. Et donc, parfois, ça n'arrivait jamais. Oui, Et ça bloquait la création. Ils arrachaient les pages suspectes. Le manuscrit arrivait déjà censuré. Mais bon, c'est... Et donc, on a bénéficié de tout ce cocon. Et puis, il y a encore un cocon fondamental. Je crois qu'il y a un directeur du CSF de l'époque qui a beaucoup subventionné Sony. On s'était retrouvé à Limoges. Il m'a dit, c'est extraordinaire ce que nous faisons avec Sony et tout. Il y avait un spectacle, il passait au fritrion, le communisme, enfin, tout ce qui existait à l'époque comme travers et tout. Et à la fin de la scène, ils ont pris tous les tissus rouges, ils ont jeté par terre, ils ont piétiné. Alors que le rouge était la couleur de la révolution. Ah oui, C'était la couleur de la révolution. Et voilà, grâce à cela, mais sinon Sony déjà passé à la potence. nous serions tous passés de ce moment-là. Bon, mais nous on continue, chemin faisant. Moi, je deviens auteur dramatique par le texte avant Kaya, parce qu'il était tellement bien dans cette touffa du Centre culturel français. Et je me rappelle cette année-là, on a eu la malchance d'être 3 finalistes. Il y avait Nicolas Bissy avec Baiser d'avril, il y avait la colombe de Kibouédé et de Gilbert Kididou, et il y avait la poursuite de l'illusion de Frédéric. C'est un fait exceptionnel parce que c'est un théâtre francophone de près de 30 ou 40 États. C'est là où Françoise s'est étonnée. Il a même fait un numéro spécial sur le théâtre congolais. Absolument. Quelque chose comme ça. Et je crois que maintenant que nous, on prenait, nous les disciples de Kaya, on prenait un peu de l'avance. Et Kaya maintenant a commencé à écrire fondamentalement le théâtre. Je crois le premier texte, c'est le coup de vieux. Ou bien avant. Non, c'est la liberté des autres. Ah, voilà. La liberté des autres. Oui, mais bon, c'était un moment où j'étais un peu fatigué, je crois. Je me suis dit, comment faire pour ne plus être fatigué? Je me suis dit, je vais écrire une pièce. Et je pense aussi que j'étais persuadé que j'avais réussi ma mission. J'avais fait en sorte qu'eux soient reconnus, donc avec des sélections RFI et tout. Et c'était pendant les vacances, je me suis dit, tout le monde était parti, j'avais le centre culturel pour moi. Je me suis dit, je vais monter une pièce. Et donc, j'ai écrit La liberté des autres. Je l'ai montée. Enfin, j'ai fait la mise en scène. Et j'ai fait la représentation au Centre culturel français. Alors, la représentation de cette pièce a été assez mémorable. La pièce commence par... on arrive au Centre culturel français. Tous les comédiens restent dehors. On laisse entrer le public, ils s'installent, on allume la scène, ils regardent tous vers la scène, et je fais jouer ça dans le hall du centre, pas dans le théâtre. J'avais besoin d'une sorte d'intimité, besoin de promiscuité. Et quand on a vu que tout le monde était installé,
les comédiens sont entrés. Mais la première scène, c'est une manifestation. Donc chacun avait des lots de feuilles à la main et qui jetaient en l'air comme ça, en criant. Les gens se sont levés, ils ont eu peur, ils ont failli courir pour sortir en pensant qu'il y avait une manifestation. En se disant, mais quoi, qu'est-ce qui se passe là? Il y a la révolution ou quoi? Et ensuite, la pièce a démarré. Et cette pièce, comme à l'époque, il fallait, quand on voulait monter une pièce, il fallait la soumettre à la censure. Et j'avais envoyé un texte à la censure avec le titre La liberté des autres. Mais c'était une anthologie de poèmes planés par-ci par-là que j'ai envoyé. Le censeur, qui était très très intelligent, m'a donné l'autorisation de jouer la pièce. Et quand il est arrivé dans la salle, il a dit mais c'est pas le texte que j'avais lu. Un quart d'heure après, coup de fil du ministre de l'idéologie de l'époque. Que ton papa, comme un photo. Non, c'était pas vraiment fou. Avant de photo, Florent Thibault. Voilà. Florent Thibault a téléphone et dit arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Et donc, on voit les militaires qui arrivent, qui entrent. Et dans la salle, il y avait Tati Loutard, ministre de la Culture, Henri Lopez, à l'époque ministre des Finances. Il y avait Maxime Deluca, directeur de la Culture. Donc tout ce monde-là était là. Et à un moment, Tati Loutard et Henri Lopez se lèvent, ils vont dans le bureau du directeur et on ne les voit pas revenir. Et là, le directeur arrive qui dit non, pour des raisons techniques, il ne faut pas arrêter la pièce. Mais je crois que c'est cette pièce qui a donné des amours à Kaya. Oui. Il y a d'abord la beauté du texte, mais il y a aussi le talent des comédies. Parce qu'on a eu un couple fusionnel du théâtre, on ne verra plus jamais au théâtre un tel couple fusionnel. Je peux le dire aujourd'hui, je peux mériter la prison aussi au sortir d'ici. C'est le couple Léandre Baker et Marie-Jeanne Coulon. Voilà. C'était un moment exceptionnel quand ils ont fusionné sur le plateau. Alors toute la salle, tout le monde. On n'a jamais vu ça et on ne verra jamais ça. Oui, mais C'était incroyable. la pièce était révolutionnaire dans le bon sens, en Angleterre, pour l'époque. La pièce racontait une nouvelle démocratie. Le président était élu par tirage au sort. Et un jour, un homme lambda qui se réveillait de son sommeil entend à la radio qu'il est élu président de la République par tirage au sort. Alors, il est tellement heureux qu'il court dans la rue et il laisse tomber son pagne. Privilège. Et il décide que sa voiture de fonction serait une brouette. Vous imaginez tous les ministres qui sont là, qui avaient des Mercedes. Ils disent, mais ce type-là, il est contre nous, c'est pas possible. Et donc ce président aussi, qui s'appelle Nzaou, le personnage, nous dit, on arrête de faire des enfants parce que nous sommes déjà trop nombreux. Nous n'arrivons pas à nourrir ceux qui sont là, pour ne pas faire d'autres enfants. Attendons de nourrir tout le monde avant de commencer à faire d'autres enfants. Et en même temps, il décide que les hommes étaient des tyrans, que maintenant ce sont les femmes qui allaient commander. Alors
Vous imaginez tous les hommes qui étaient dans la salle en train de dire non, quand même. Et donc, il crée une armée uniquement de femmes qu'il appelle les Amazones. Alors, les Amazones, quand elles sont entrées, elles avaient juste un petit truc sur là, et comme à l'ancienne, un petit truc là, comme ça. Et là, la salle a explosé. J'ai eu peur que les hommes sautent sur scène. Et ça a été donc une sorte de révolution. Et donc, les deux contestataires, les personnages principaux, joués par Léon Wallenbacher et Marie-Jeanne, ce sont ces personnages-là qui vont rompre le sort. Comment lutter contre ce nouveau dictateur qui a été soi-disant élu démocratiquement? Comment lutter contre lui? Donc, ils font l'amour. Et il y a un enfant qui naît, c'est la promesse de notre jour. Mais dans la mise en scène, on les voit s'embrasser sur scène et tout, s'enlacer. Ça aussi, personne n'avait vu ça au théâtre au Congo. Des gens qui s'embrassent sur scène devant le public. Et ça a été... voilà. Et donc, les coups de téléphone, par-ci, par-là, la censure, les militaires, les comédiens en sortant de là, ils ont tous été arrêtés. Et à partir de ce moment-là, bon, je savais que les jours étaient comptés. Je commençais à faire ma valise. Maintenant, c'est pour répondre à Frédéric, parce qu'il m'a dit, bon, je suis entré tardivement. Ben, si j'avais commencé par ça, je n'aurais jamais réussi à travailler avec eux, à les faire connaître, à faire en sorte qu'il y ait une école de théâtre congolaise. C'était ça. C'était comme si c'était écrit d'avance. Une histoire littéraire, avec une école littéraire, avec des exploits littéraires, et l'occupation du quotidien national, qui était le quotidien du pays, pour enfin insérer de la littérature dans un journal qui ne parlait que de politique. Bon, je crois qu'on va faire bref, parce qu'avec Kaya, on peut passer 1000 nuits, 1001 nuits ici, on n'aura pas fini. Alors, donc, Kaya va décider d'aller en exil. Enfin, Tchikaya n'aime pas ce mot-là, Tchikaya Outamsi n'aime pas ce mot. Mais je ne veux pas t'interrompre. Le premier exil se fait, c'est Léon Wallenbacher et Ferdinand Vantiba, qui jouaient aussi dans la pièce, qui partent, parce que eux, ils ont passé la nuit au commissariat après la pièce. Donc, ils ont compris que pour eux aussi, c'était fini. Là. Donc, ils partent. Quand Atol Fugard vient, c'est un metteur en scène français, vient faire une mise en scène au Centre culturel français, ils sont castés pour aller jouer, pour faire la tournée avec lui, et ils décident de partir. Ils profitent de cette occasion-là pour partir en Europe. Et donc, voilà, mais j'ai utilisé le mot exil expressément, parce que ça renvoie aussi à Tchikaya Outamsi. Parce qu'après 40 ans de non-séjour au Congo, Kaya ne fait que 30 ans de non-séjour au Congo, je vais vous raconter l'anecdote, et qu'on se retrouve, c'est la première fois qu'un Congolais est invité, un illustre Congolais, chez lui. Parce qu'on avait l'habitude de dire que les invitations étaient parfois unilatérales. Et puis, bon, on se retrouve, il dit, il y a Tchikaya Outamsi qui va venir et tout. Il faut qu'on se cotise, le mot que nous n'aimions pas entendre, et qu'on puisse le recevoir. Nous, on s'est dit, mais écoute, Tchikaya Outamsi est une sommité. Comment on va se cotiser? À quel taux d'argent on va se cotiser? Et on va le recevoir où? Parce que nous tous, on était dans nos taudis, dans nos baraques, tout, machin et tout. On ne comprenait pas. Il dit, mais en faisant simple, on fait une petite cotisation. Et cette année-là, il y avait les mots Seka qui venaient de Kinshasa, donc les chinchas. C'était la première arrivée de ces poissons dits chinchas, et qui étaient vraiment les poissons du peuple.
et qui inondaient nos marchés. Il dit, mais c'est simple, on va acheter les chinchals, on va les briser, et comme on était à Bakongo, le soir, tu pouvais avoir une cuvette de safou à 200 ou 300 francs. Et on va acheter les safou. Oui, on va acheter les safou. On fera manger Chikaya ou Tamsi, les safou, et les chinchals au manioc ou au pain. Et je me dis, écoute, Kaya, tu es faux. Mais Chikaya est un blanc. Comment il va me dire, bah, je l'ai le chinchals, ou tout que c'est. Déjà, Et les safou. déjà, le jour où il est arrivé, il me dit, Kaya, on mange bien ici? J'ai dit, oui, bien sûr qu'on mange bien ici. Il dit, attendez, il va aimer. Mais on va le recevoir où? Il dit, mais on le reçoit chez moi, parce que c'était le directeur africain du CSF, donc il était logé. Mais c'était quand même une belle maison, avec une cour, avec tout. Puis, et on appelait tous les expats, on appelait tout le monde, et tout. Et je n'ai jamais vu Chikaya ou Tamsi, je ne l'ai pas vu après, manger avec tant de gourmandise et d'appétit. Et il a appelé Kaya à côté, est-ce que tu peux m'en rajouter les prunes? C'est des prunes. On a dit non, c'est des safou que ça s'appelle. Donc il ne savait même pas que les safou existaient. Il dit, mais comment on fait pour les amener en France? Et on a décodé, c'était vraiment formidable. C'est une des plus belles soirées, mais moi je considère ça comme une soirée littéraire. Soirée d'inspiration avec les retrouvailles d'un homme qui était pour nous un grand maître. Chikaya était pour nous, en tout cas pour moi, c'était un grand maître. C'était mon maître à penser, quoi. Et cet homme, je l'admirais tant que, on sait, quand je suis arrivé pour la première fois à Paris, je l'ai appelé. Il a quitté son bureau à l'UNESCO, il est venu me voir, il m'a dit, mais pourquoi tu m'appelles seulement maintenant que tu es arrivé? Il fallait m'appeler pour me dire que tu es arrivé, je serais venu te chercher à l'aéroport. Bon, je dis non, grand frère, quand même. Et donc c'était un homme qui pouvait vous envoyer promener d'une phrase au bout du monde, mais qui en même temps était prêt à vous aider. Et il était très sarcastique aussi. Alors, donc Kaya va partir en France, mais on avait gardé quand même un bon commerce. Oui. À l'époque, on s'écrivait rarement, mais des petites lettres, et je savais que c'était notre ange gardien là-bas, parce que, ayant toutes ces entrées, avec Pascal Nzunzi, avec Marius Yilolo et tout, ils ont continué avec Radio France Internationale, avec à travailler pour la littérature congolaise. Et c'est comme ça là qu'ils vont faire au Théâtre international de langue française, le TILF, un cycle aux saisons au Congo, avec Philippe Adrien qui n'est plus de ce monde et tout. Et ça a été aussi quelque chose de bien pour les jeunes auteurs dramatiques. Quand je l'ai retrouvé là-bas, je crois que je peux faire une indiscrétion. Kaya, il dit, ah, voilà, Bénina, et tout ça. C'était à la Villette, ou c'était à Limoges. Je dis, mais écoute, ça va te rattraper, tu reviendras. Et puis on s'est croisés à travers un ami commun à Bangui. Lui, il était passé avant, moi je suis passé après chez Aoussa Basile. Et là, on a raté une très grande chance de notre vie. C'est le festival. Ça, c'était vraiment C'était un projet que je voulais vraiment réaliser avec la CEMAC. Bon, tout ne s'est pas fait. Et ensuite, il y a eu la guerre en Centrafrique. Donc, tout ça, ça n'a pas pu se faire. Mais pour revenir au TILF aussi, donc avec aux saisons au Congo, ça c'est une idée qui est née au cours de repas, Chika Outamsi, Philippe Adrien et moi. Voilà. Et là, parce que Philippe voulait juste monter le maréchal Nécon Nicu de Chika Outamsi. Je lui ai dit non, faisons une saison. Il ne connaissait pas
connaissait pas le théâtre congolais ni la littérature congolaise. Alors, un jour, je lui ai amené des livres de Sony, des livres, tout ce qui était sorti, Henri Lopez, tout le monde. Il a dit, mais il y a tant que ça d'écrivains au Congo. Et oui. Et donc, l'idée est partie de là, et ça a pris jour. Mais c'est aussi le fait que, en ayant travaillé avec Monique Blanc, quand elle était en résidence à Limoges, 2 fois, voilà. Donc, j'avais lancé une revue, la revue Équateur. La première revue, c'est la revue qui a fait connaître Sony en tant qu'homme, à travers les articles qui avaient été écrits. Et j'avais eu le privilège d'avoir Tchikaou Tamsi pour écrire la préface. Donc c'est une lettre d'ouverture qui a pour titre Diogène à Brazzaville. C'est le titre que Léon Alain Bakar a repris pour son documentaire sur Sony Lamoutansi. Alors, mais je voulais parler aussi de quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est Tchitchele Tchuvela. Tchitchele Tchuvela, je l'ai rencontré quand Tchikaou Tamsi est venu. On s'est retrouvés à un repas avec Tchikaou Tamsi, Sambène Ousmane, Sony Lamoutansi, Tchitchele Tchuvela et moi. Et c'est là où j'ai fait ça. Avec Jacques Chevrier, les éditions Ati. Et Jacques Chevrier. Sembène a pleuré en regardant la représentation des bouts de bois de Dieu. Voilà. Cette représentation-là, c'est à la fin de Matondo Koubou-Touré. Voilà. C'est le théâtre, c'est Matondo Koubou-Touré qui a fait la mise en scène et l'adaptation des bouts de bois de Dieu de Sambène Ousmane. Et c'est à la fin de cette représentation qu'on est allé dîner. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Tchitchele. Et depuis, on est restés amis. C'est pour dire que par la littérature, je me suis fait des amis qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je suis arrivé, je suis allé voir Tchitchele chez lui, parce qu'il y a encore entre nous ce qu'on a appelé la fratrie. Cette fratrie existe encore aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, quels que soient les rangs sociaux. Donc, avec nous, il n'y avait pas de ministre, il n'y avait pas d'étudiants, il n'y avait pas... On était tous au même niveau, on était tous pareils. Et on pouvait, comme il a dit, on s'appelait par nos prénoms. Les gens étaient surpris. Donc, quand tu es avec le Premier ministre, tu l'appelles par son prénom, les gens se disent, mais c'est qui ce type? Et ça c'était un des moments les plus extraordinaires, je pense, un des moments les plus créatifs de la vie culturelle congolaise. Et ça a laissé des choses magnifiques. Alors, pour parler de mon exil, un jour, donc, je suis derrière mon bureau et je vois arriver 5 personnes. 5 personnes bien baraquées, ils viennent me voir en me disant Monsieur Makele, on voudrait discuter avec vous. Je me dis, mais vous êtes des écrivains? Non. Vous êtes des artistes? Non. Mais vous êtes qui? La sécurité d'État. Je dis, ah bon, ben, je veux bien discuter avec vous, mais attendez, je dois prévenir mon directeur. Ça commence à sentir le roussi. Alors, je suis monté, je voir Péteuil, Voilà. Patrice Péteuil qui était directeur à l'époque, et je lui ai dit, bon, je suis invité aimablement à la sécurité d'État pour discuter. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti. Je suis resté 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je me suis dit, mais ils m'aiment beaucoup ces gens-là, c'est pas possible. Jusqu'au jour où ils m'ont dit non, on n'a rien à vous reprocher, vous pouvez partir. Je sors de là et l'ambassadeur de France était là pour m'attendre. Parce que le directeur avait sonné l'alarme et que j'avais disparu. Donc, et donc c'est là qu'on me propose d'aller en France. Je dis oui, bah,
circonstances s'enchaînaient comme ça, et voilà comment les uns et les autres nous sommes partis. Mais il faut savoir, comme disait Chikayo Tapsi, nous n'étions pas en exil. Nous étions en pays du Congo. On emmenait avec nous le Congo. Quel que soit l'endroit où on se trouvait, on emmenait avec nous le Congo. Et Chikaya disait, je n'habite pas le Congo, mais le Congo m'habite. Et nous étions habités par le Congo. Et je pense que pendant un bon moment, une bonne décennie même, la littérature congolaise a été considérée comme une des plus grandes littératures en Afrique francophone. Grâce à toute cette jeunesse-là, Sonny Labutansi, Marie-Lanti Tibila, Frédéric Pambou, Léandre Alain Baker, tous ont eu des prix littéraires. Et ça a fait le corpus aujourd'hui, le corpus classique du théâtre congolais. On peut s'arrêter là, sauf que personne n'a compris ce qui s'est passé sur ce plateau, parce que tout le monde a été piégé. Je me suis retrouvé dans mon vieil habit de journaliste, co-animateur de l'émission Autopsie de Léopold Pidi Mamonsono. Donc l'esprit de Mamonsono a plané, parce que je n'ai pas été interviewé, je n'ai pas été passeur. Et c'est Kaya qu'on a passé sur le billard. Donc personne n'a compris cette magie. Donc on peut s'arrêter, sinon Mamonsono avec ses vestes rouges va apparaître ici. Ah non, ça va. Arrête. Une fois que Sonny Labutansi a été invité en France, à Nantes, pour recevoir le prix de la francophonie, comme a dit Frédéric, on n'avait pas de Nzaka, tout ça, on n'avait pas de... Depuis là, je n'adore pas les Nzaka. Et Henri me téléphone au centre culturel, et je réponds, et il me dit, mais Sonny est invité là, oui. Mais est-ce qu'il a un costume? Je dis, non, je ne crois pas, non. Il me dit, va le chercher, et venez à la maison. On est allé chez lui, on est entré dans sa garde-robe. Oui, il était très classe. Tu sais, il a dit, on est né en Sonny, 7 ans. choisis. Voilà comment était Henri Lopez.